Cet aéroport donne l'impression d'appartenir à tout le monde, comme une route ou un hôpital, quelque chose construit aux frais de la collectivité, quelque chose de public. Mais ce n'est pas le cas. L'aéroport de Gatwick appartient à BlackRock, pas au gouvernement britannique, ni à une quelconque autorité publique. BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. L'entreprise qui se trouve discrètement dans votre fonds de pension en ce moment, qui suit les marchés et ne facture presque rien. Cette entreprise possède près de la moitié du deuxième aéroport le plus fréquenté du Royaume-Uni. Et Gatwick n'est qu'un début. En 18 mois, BlackRock a dépensé 28 milliards de dollars. Pas en actions, pas en fonds, pas dans les entreprises qui exploitent ces choses. Dans les actifs eux-mêmes, les aéroports, les pipelines, les ports, les centres de données, les infrastructures physiques dont le monde dépend réellement. Chaque année depuis 2012, le PDG de BlackRock, Larry Fink, publie une lettre aux investisseurs. En 2025, les gestionnaires de fonds de pension, les fonds souverains et les banques centrales analysaient ces lettres le jour de leur publication. Chaque mot était un signal sur la direction que pourraient prendre les 14 000 milliards de dollars d'actifs. La lettre de 2025 contenait une phrase que la plupart des lecteurs considéraient comme du langage d'entreprise et ignoraient. Examinée attentivement, c'était la chose la plus honnête que Fink ait dite en public depuis des années. Ce n'est plus ce que nous sommes. Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde vient de vous dire qu'il était devenu quelque chose de différent. Puis était venu le canal de Panama, une offre de 23 milliards de dollars pour acheter les ports des deux côtés de la voie navigable la plus importante du monde, en utilisant vos économies de retraite pour le faire. Avec le soutien du président des États-Unis, cet accord est toujours en attente à l'heure où nous enregistrons ceci. Pour comprendre pourquoi Fink a dépensé 28 milliards de dollars pour réinventer BlackRock, vous devez comprendre ce qui valait la peine de réinventer BlackRock. Ce qui signifie remonter à 1988, une seule pièce, 8 personnes. Une idée si simple que Wall Street s'est moqué d'eux jusqu'à ce qu'elle les rende tous obsolètes. Mais pour comprendre les 28 milliards de dollars, il faut d'abord comprendre les 100 millions de dollars. Les 100 millions de dollars que Larry Fink a perdus en un seul trimestre, et pourquoi les perdre a été la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Au deuxième trimestre de 1986, l'équipe de trading de Larry Fink a perdu 100 millions de dollars en un seul trimestre. Ceci est important parce que cela affecte le prix de vos courses, vos coûts d'énergie, votre billet d'avion. Lorsque le même investisseur possède tous les concurrents d'un secteur en même temps, la pression concurrentielle sur les prix disparaît et le consommateur paie la différence. Il a déclaré plus tard: un portrait publié des années plus tard dans Vanity Fair l'a qualifié de l'un des échecs les plus spectaculaires de l'histoire de Wall Street. En moins de 2 ans, il avait quitté First Boston, pas de son plein gré. La plupart des gens qui perdent 100 millions de dollars à Wall Street ne s'en remettent jamais. Fink s'en est remis, mais il en est ressorti transformé. Si je ne comprenais pas pourquoi je gagnais de l'argent et que je ne comprenais pas pourquoi j'en perdais, alors je ne comprenais en réalité pas le risque que je prenais. Sur la chance confondue avec la compétence. Il allait créer une entreprise où la gestion des risques ne serait pas une simple exigence de conformité. C'était la base. Une pièce, 8 personnes, Park Avenue. En quelques mois, rentable. À la fin de 1989, 2,7 milliards de dollars d'actifs. Les fonds de pension achetaient des portefeuilles d'obligations complexes auprès de banques incapables d'en expliquer le risque. Fink le pouvait. Dans une industrie fondée sur l'opacité, c'était radical. La technologie que Fink a développée est devenue Eleden. En 2026, Eleden traite l'analyse des risques pour 21 000 milliards de dollars d'actifs. Les concurrents l'utilisent, les banques centrales l'utilisent. Pendant la crise financière de 2008, la Réserve fédérale a appelé BlackRock pour évaluer les titres hypothécaires toxiques. Tout cela remonte à un mauvais trimestre, en 1986. En 1992, la société s'appelait BlackRock. Puis est venu le moment qu'il a défini pour toujours. Fink voulait accorder des parts du capital aux nouvelles recrues. Son partenaire Schwarzman a dit non. La dispute était irréconciliable. Schwarzman a vendu BlackRock. Schwarzman a vu l'entreprise devenir le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Plus tard, il a qualifié la vente d'erreur héroïque. En 2009, Barclays a vendu sa branche de gestion d'actifs.
BlackRock a payé 13,5 milliards de dollars. Barclays pensait se débarrasser d'une activité passive à faible marge à un prix de crise. Fink a vu les choses autrement. Enfoui dans l'accord se trouvait iShares, la première plateforme d'ETF au monde. La majorité des gestionnaires de fonds ne battent pas régulièrement le marché. Pourquoi les payer pour essayer? Achetez plutôt le marché. Facturez presque rien. Fink n'achetait pas une entreprise, il achetait l'avenir de l'investissement au prix de la crise. En moins d'un an, BlackRock est devenu le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, une position qu'il occupe depuis lors. En 2024, iShares gérait 3 500 milliards de dollars avec des frais moyens de 0,18%, ce qui génère 6 milliards de dollars par an sur 3 500 milliards de dollars. BlackRock s'est rendu indispensable en étant le moins cher. Mais le modèle avait une limite. Les frais ne pouvaient plus baisser, tandis que les concurrents sur les marchés privés facturaient 50 fois plus. Un fonds privé d'infrastructure facture de 1,5 à 2% plus 20% des bénéfices. Sur 100 milliards de dollars, cela représente 1,5 milliard de dollars par an, avant tout partage des bénéfices. L'écart de frais par dollar géré est d'environ 50 pour 1. Il avait tout ce dont il avait besoin, sauf les actifs. Mais Fink avait appris quelque chose en 1986 que la plupart des gens à sa place oublient. Il a dit aux diplômés de l'UCLA « Je suis devenu complaçant, trop sûr de ce que je pensais savoir. Le succès comme l'échec exige de l'humilité. » 30 ans plus tard, l'histoire se répétait. La course au zéro était remportée. Le modèle n'avait plus nulle part où aller. Fink a regardé cet écart et a pris une décision. Mais gagner a créé un problème que personne n'avait vu venir. En 2024, BlackRock ne possédait pas seulement une part du marché, il possédait une part de presque tout ce qui s'y trouvait, ce qui en faisait l'investisseur le plus puissant au monde et la cible la plus dangereuse. En 2024, BlackRock était le premier actionnaire individuel d'environ 96% des entreprises du S&P 500. Pas une participation majoritaire, généralement entre 3 et 8%, mais pas dans une seule entreprise, dans presque toutes, simultanément de façon permanente. Coca-Cola et Pepsi, Ford et General Motors, toutes les grandes compagnies aériennes et banques, tous les grands détaillants. Quand vous suivez le marché, vous possédez le marché, tout entier, tout à la fois. Si BlackRock possède 8% à la fois de Coca-Cola et de Pepsi, il ne bénéficie pas d'une guerre des prix entre eux. Il a les deux, avec des marges plus élevées partout, BlackRock fait mieux. Les universitaires ont appelé cela le problème de l'actionnariat commun. Pendant la majeure partie de son existence, cela est resté cantonné aux revues d'économie. Le 27 novembre 2024, c'est devenu une action en justice fédérale. Selon la plainte, BlackRock, Vanguard et State Street ont utilisé leur participation combinée dans des sociétés charbonnières pour faire pression en faveur de la réduction de la production et en augmentant le prix de l'énergie pour les consommateurs américains, en violant le droit fédéral de la concurrence. En mai 2025, le DOJ et la FTC ont déposé une déclaration d'intérêt. En août 2025, un juge fédéral a rejeté la requête en irrecevabilité. L'affaire suivait son cours. Au Aspen Ideas Festival, Fink a déclaré à l'Assemblée « J'ai honte de faire partie de cette conversation. » Plus tard, lors de la même conversation, il a corrigé ses propos. Je n'ai jamais dit que j'avais honte. Je n'ai pas honte. Je crois vraiment au capitalisme responsable. Les deux déclarations, dans la même pièce, en moins d'une heure. Le plus grand gestionnaire d'actifs de l'histoire, des frais proches de zéro. Procès fédéral antitrust, avec le soutien du ministère de la Justice. Une décennie de leadership ESG abandonnée en une seule phrase, puis rétractée dans la même heure. La taille qui avait rendu BlackRock dominant en avait fait une cible. Quelque chose devait changer. En 2025, les États-Unis ont payé 952 milliards de dollars d'intérêts sur leur dette nationale, soit plus que l'ensemble du budget de la défense. Sa lettre disait « D'ici 2030, les dépenses obligatoires du gouvernement et le service de la dette absorberont toutes les recettes fédérales, créant ainsi un déficit permanent. » Un gouvernement qui utilise toutes ses recettes pour ses obligations existantes, sans rien réserver aux aéroports, centres de données, réseaux électriques et autres infrastructures nécessaires à une économie moderne. Les infrastructures privées ont résolu les deux problèmes en même temps. Aucune affaire antitrust sur la possession d'aéroports dans différentes villes, car ils ne sont pas concurrents. Et les frais s'élèvent à 1,5 à 2%, plus 20% des bénéfices.
50 fois plus rentable par dollar. BlackRock a finalisé l'acquisition de Global Infrastructure Partners, Gatwick, Sydney, le port de Melbourne, 40 centres de données, 6400 km de gazoducs. Le pivot avait un nom, il avait des actifs et 2 autres acquisitions à venir. Avant ces acquisitions, il s'est passé quelque chose que personne dans cette salle de conférence n'aurait pu prévoir. Le président des États-Unis s'est présenté devant une session conjointe du Congrès et a annoncé un accord BlackRock comme une question de sécurité nationale en direct à la télévision devant tout le pays. Un gestionnaire d'actifs new-yorkais a ainsi été cité dans une allocution présidentielle. Dans la nuit du 4 mars 2025, le président Trump s'est adressé à une session conjointe du Congrès. Au milieu de son discours, il a déclaré ceci. Pour renforcer davantage notre sécurité nationale, notre administration va reprendre le contrôle du canal de Panama. Et nous avons déjà commencé à le faire. Aujourd'hui même, une grande entreprise américaine a annoncé qu'elle achetait les 2 ports autour du canal de Panama. La grande entreprise américaine était BlackRock, 22,8 milliards de dollars provenant des fonds de pension. Les économies de retraite des enseignants, des infirmières et des employés de l'État utilisées comme instrument de la politique étrangère américaine devant une session conjointe du Congrès. Pour savoir comment un gestionnaire d'actifs new-yorkais s'est retrouvé au centre d'un discours présidentiel, il faut comprendre ce qu'il a fait durant les 18 mois précédents. D'abord, Global Infrastructure Partners, 12,5 milliards de dollars, finalisé en octobre 2024. Les aéroports, les pipelines, les centres de données et les ports que nous vous avons montrés au début, les actifs physiques. Deuxièmement, HPS Investment Partners, 12 milliards de dollars. Clôturé en juillet 2025, 148 milliards de dollars en crédit privé, construit entièrement sur l'octroi de prêts que les banques ont décidé de ne plus accorder après 2008. JIP a laissé BlackRock posséder l'infrastructure. HPS a laissé BlackRock financer les entreprises qui la construisent. Troisièmement, Proquin, 3,2 milliards de dollars. Clôture prévue en mars 2025. Une base de données répertoriant 210 000 fonds de marché privé. Sur les marchés privés, les transactions se négocient de gré à gré et les performances sont déclarées par les acteurs eux-mêmes. L'asymétrie d'informations est énorme. Proquin permet d'y voir clair. Possédez-le, financez-le, sachez tout à son sujet. À la mi-2025, BlackRock gérait 676 milliards de dollars d'actifs alternatifs. Les revenus issus des frais des marchés privés ont augmenté de 62% en une seule année. L'entreprise qui facturait 300 pour chaque 100 dollars exploitait désormais une plateforme facturant 50 fois plus. Trump est arrivé au pouvoir avec l'objectif affiché, au nom de la sécurité nationale, d'écarter C.K. Hutchinson. Le 4 mars, C.K. Hutchinson a accepté en principe de vendre à BlackRock et à la compagnie maritime méditerranéenne pour 22,8 milliards de dollars. 41 autres ports répartis dans 23 pays sont inclus. Si l'opération aboutit, le consortium contrôlerait environ 10% du trafic mondial des ports à conteneurs. Les régulateurs chinois ont lancé un examen antitrust en quelques jours. La date limite du 2 avril est passée sans signature. L'accord reste en suspens, pris entre 2 gouvernements et 2 définitions contradictoires de qui devrait contrôler ces ports. Fink a déclaré « Grâce à notre lien étroit avec les gouvernements du monde entier, nous sommes de plus en plus le premier interlocuteur pour les partenaires à la recherche de capitaux patients et à long terme. » Le premier interlocuteur, ce n'est pas une agence gouvernementale ni une voie diplomatique, mais un gestionnaire d'actifs privés avec 14 000 milliards de dollars, l'épargne retraite de 35 millions d'Américains. Parce que les personnes qui ont financé ces acquisitions ne sont pas des milliardaires. Ce sont des enseignants, des infirmières, des pompiers. Ils ignorent totalement que leurs économies de retraite ont servi à acheter un aéroport. Elle ne sait pas ce qui garantit cette promesse. Son fonds a 35% de ses actifs sur les marchés privés. Fonds d'infrastructure, aéroports, pipelines, centres de données. Géré en partie par la même entreprise, ce documentaire a passé 4 chapitres à décrire. Elle n'a pas besoin de savoir. Ce dont elle a besoin, c'est que le chèque arrive. Le fonds a besoin d'un rendement annuel de 7% pour remplir ses obligations. Sur 10 ans, il a atteint 7,1%. Un fonds qui vise 7% alors que les bons du Trésor rapportent 4 à 5% a un problème.
Les marchés cotés à eux seuls ne suffiront pas. Cet objectif de 7%, c'est la différence entre une enseignante qui reçoit son chèque chaque mois et un fonds qui épuise son argent avant elle. Le déficit en infrastructure est réel. L'American Society of Civil Engineers évalue les infrastructures américaines tous les 4 ans depuis 1998. Chaque rapport, chaque administration, les deux parties, D ou D+. 56 000 ponts structurellement défaillants. 2 000 milliards de gallons d'eau potable perdus chaque année. C'est arrivé parce que la dette ne coûtait pas cher et que les conséquences du report tardaient à se faire sentir. La même infrastructure que le capital privé améliore. Le capital privé la monétise aussi. Gatwick bénéficie d'une rénovation de 2 milliards de dollars. Gatwick augmente également ses frais. Le pipeline est entretenu. La facture d'énergie augmente. Les deux choses sont vraies. Il s'agit de la même transaction vue sous deux angles différents. Lorsqu'un gouvernement ne peut plus se permettre de posséder des infrastructures essentielles, une option consiste à faire appel à des capitaux privés. L'autre option, c'est que les infrastructures se détériorent de la même façon pour tout le monde. Fink a écrit « Les gouvernements ne peuvent pas compter uniquement sur les contribuables pour supporter les coûts faramineux des nouvelles infrastructures sans risquer une spirale d'endettement. » Il a raison. Il est aussi le principal bénéficiaire du fait que les gouvernements ne puissent se le permettre. 2 paragraphes, même document, même auteur. L'un décrit le problème, l'autre décrit l'opportunité commerciale. Ce que personne n'a remarqué, c'est que la même institution qui diagnostique cette crise a également contribué à la créer. Lisez le premier paragraphe. La dette nationale a augmenté 3 fois plus vite que le PIB depuis 1989. Les paiements d'intérêts dépassent 952 milliards de dollars. D'ici 2030, les dépenses obligatoires et le service de la dette absorberont toutes les recettes fédérales. Lis le deuxième paragraphe. D'ici 2040, la demande mondiale pour de nouveaux investissements dans les infrastructures s'élève à 68 000 milliards de dollars. Les gouvernements ne peuvent pas le financer par le biais de déficits. Ils se tourneront vers des investisseurs privés. 2 paragraphes, même document, même auteur. La même année que 28 milliards d'acquisitions dans les infrastructures. Fink diagnostique une crise. Et dans le paragraphe suivant, il décrit l'opportunité de marché que cette crise crée pour l'entreprise qu'il dirige. Ce n'est pas un conflit d'intérêts, c'est un modèle économique. BlackRock gère 3 000 milliards d'actifs à revenus fixes. Lorsque de grandes institutions achètent régulièrement des obligations d'État, l'effet global est une baisse des coûts d'emprunt. Plus de demandes signifie des prix plus élevés, ce qui signifie des rendements plus faibles. Les gouvernements qui empruntent à moindre coût peuvent emprunter davantage. Et ils l'ont fait. Le pont pouvait attendre. Le terminal pouvait être laissé à la prochaine administration. Il a toujours été moins cher de reporter que de réparer. L'argent qui a servi à acheter ces obligations sert maintenant à acheter les aéroports, les pipelines, les centres de données. Le même capital de retraite qui a permis au gouvernement d'emprunter à moindre coût pendant 30 ans achète maintenant les actifs physiques que ces gouvernements ne peuvent plus se permettre de posséder. Le cercle se referme et BlackRock se tient en son centre. Fink identifie 3 problèmes structurels. Les gouvernements ne peuvent pas financer les infrastructures. Les banques ne peuvent pas accorder certains prêts. Les marchés privés manquent de transparence en matière de données. Ensuite, il décrit ce que BlackRock vient de faire, acheter Jeep, acheter HPS, acheter Precoin. Les problèmes évoqués dans la lettre sont exactement ceux que ces acquisitions résolvent. L'institution qui diagnostique la crise de la dette est aussi l'une de celles dont la gestion obligataire a contribué à permettre les emprunts qui l'ont créée. Non pas parce qu'il y ait eu faute, mais l'effet cumulé de décennies de demandes institutionnelles pour la dette publique, avec des frais quasi nuls, a rendu l'emprunt de plus en plus abordable et des emprunts moins chers ont entraîné une augmentation de la dette. L'argent des retraites qui a servi à acheter des obligations d'État avec des frais de 0,0% est maintenant utilisé pour acheter les infrastructures que les déficits permis par les obligations n'ont pas réussi à construire. Avec des frais 50 fois plus élevés, BlackRock prélève un péage aux 2 extrémités. Fink soutient également que les plans 401(k) devraient avoir accès au même marché privé que les fonds de pension. L'écart de performance est réel, mais l'entreprise la mieux placée pour recevoir ces allocations gère plus d'argent de retraite que toute autre institution sur Terre.
Si la réglementation change, le volume de capitaux augmentera de plusieurs milliers de milliards. Le diagnostic, la solution, l'expansion du marché pour la solution. Tout cela dans la même lettre, par le même homme. Ce n'est pas une accusation. Fink n'a enfreint aucune loi. La boucle est la conséquence naturelle du fait d'être assez grand pour opérer aux deux extrémités d'un changement structurel de l'économie en même temps. Les personnes au centre de cet arrangement méritent de comprendre ce dont elles font partie. 70 millions d'Américains possèdent un plan 401K et sélectionnent leurs fonds dans un menu proposé par leur employeur sans savoir ce qu'ils contiennent. La plupart ont choisi leurs fonds à partir d'un menu fourni par leur employeur, sans indication sur les frais, car ces frais sont divulgués dans des documents que la plupart des gens ne lisent jamais. Ils ne savent pas que, quelque part dans la répartition de ces fonds, se trouve une part de l'aéroport de Gatwick, une tranche des centres de données qui alimentent la moitié d'Internet, une fraction des pipelines qui transportent le gaz à travers la Louisiane. Il a choisi un fonds dans un menu. Il n'a rien choisi de tout cela. Cela faisait partie du fonds, avec les frais. Un portefeuille de 100 000 $ à 7% par an pendant 30 ans avec des frais de 0,03%, 730 000 $. Même portefeuille, même rendement, même 30 ans avec 1,5% de frais, 506 000 $. Une différence de 224 000 $, entièrement due au coût de la gestion. L'homme assis à la table de la cuisine paie actuellement le montant le plus bas. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la tendance va vers le montant le plus élevé. L'écart annuel de 0,5% entre les pensions et les 401K est réel. Sur 40 ans, cela représente 15% de plus à la retraite. Si les rendements justifient les frais, l'épargnant s'en sort gagnant. C'est l'argument que présente Fink, et il se peut qu'il ait raison. À sa table de cuisine, on n'a pas les informations ni l'expertise nécessaires pour évaluer cette affirmation, comme le peut un fonds de pension avec une centaine d'analystes. Et que se passe-t-il lorsque l'institution qui gère votre épargne retraite est la même que celle qui possède les infrastructures que vos frais financent? Le 401K va dans un fonds. Une partie de cet argent est investie dans des infrastructures privées, des aéroports, des pipelines, des centres de données, des réseaux électriques. Ces actifs génèrent de l'argent via des frais facturés aux utilisateurs. L'aéroport impose des frais d'atterrissage répercutés sur le prix des billets par les compagnies aériennes. Le pipeline facture des frais d'acheminement. Les compagnies d'énergie répercutent ces frais sur les factures de gaz. Le centre de données facture des frais d'hébergement. Les entreprises Internet ajoutent ces frais aux factures d'accès à Internet haut débit. Il paie ses 4 frais chaque mois simplement en vivant sa vie. Il est aussi, grâce à son plan 401K, propriétaire d'une fraction de certains de ces mêmes actifs. Il se trouve des deux côtés de la transaction en même temps. Le gestionnaire d'actifs prélève un péage à chaque fois. Ce n'est pas un scandale, c'est une structure. Et les frais de gestion quittent votre compte chaque année, que l'aéroport ait été agrandi dans les temps ou que la rénovation ait été reportée pour la 3e fois consécutive. Rien de tout cela n'est caché. Les frais sont divulgués, les allocations sont divulguées. Les lettres de Fink sont publiques, le procès antitrust est un dossier public. L'arrangement est transparent au sens technique du terme. Ce qu'il n'est pas, c'est lisible. Vous ne pouvez pas relier le plan 401K de cet homme aux frais d'atterrissage de l'aéroport et à la facture d'accès à Internet haut débit à partir d'un seul document. Il faut ce documentaire ou plusieurs milliers de pages de documents d'information des fonds, de dépôt auprès de la SEC et de rapports des fonds de pension. La plupart des gens ne vont pas faire ça. Ils vont faire confiance au système qui gère leur retraite en pensant qu'il agit dans leur intérêt. Ils ont peut-être raison, mais la confiance n'est pas la même chose que le consentement éclairé. Et la décision d'étendre un système qui prélève des frais aux deux extrémités de la vie financière d'une personne ordinaire n'est pas prise par les personnes ordinaires qui sont au cœur du système. Elle est prise dans des lettres annuelles lors de périodes de consultation publique, dans des conversations entre le plus grand gestionnaire d'actifs du monde et l'administration qui envisage de modifier les règles. L'homme assis à la table de la cuisine ne participe pas à ces conversations. Ses intérêts peuvent ou non être représentés dans leurs conclusions. Une femme, un aéroport, un propriétaire dont personne ne lui avait parlé. Ce que nous avons décrit, c'est un système qui n'a été conçu par personne. Il s'est constitué progressivement.
Et la question qui reste est la plus importante que ce documentaire ait posée. Ce n'est pas de savoir qui l'a construit, mais si quelqu'un sera interrogé sur ce qu'il en pense. Elle est toujours là. Toujours dans la salle d'embarquement, toujours sans le savoir. Que le bâtiment dans lequel elle se trouve appartient à Global Infrastructure Partners. Il est en réalité détenu par BlackRock. Il gère lui-même les économies de retraite de 35 millions d'Américains. C'est le premier interlocuteur pour un président qui essaie de mener une politique étrangère avec des capitaux privés. Elle n'a pas été invitée à participer à aucune des décisions décrites dans ce documentaire. Ni l'acquisition, ni la structure des frais, ni le lobbying pour le 401K, ni l'affaire antitrust, ni l'accord sur le canal de Panama, ni la boucle entre la gestion des obligations d'État et la propriété des infrastructures. Elle a été présente pour tout cela en tant qu'utilisatrice de l'aéroport, en tant que bénéficiaire quelque part dans son fonds de pension de l'investissement dans les infrastructures, en tant que payeuse des frais intégrés dans les deux, mais jamais en tant que participante à aucune des décisions. En mars 2026, BlackRock a organisé un sommet à Washington. Des législateurs y ont assisté. Des membres de l'administration y ont assisté. Les États-Unis ont besoin de 10 000 milliards d'investissements dans les infrastructures d'ici 2033. L'écart ne se réduit pas, il se creuse. BlackRock était l'organisateur. BlackRock était la solution proposée. Fink avait écrit la semaine précédente. D'ici 2040, la demande mondiale pour de nouveaux investissements dans les infrastructures s'élève à 68 000 milliards de dollars. Il a qualifié cela d'opportunité si vaste qu'on avait presque du mal à en saisir l'ampleur. Il a raison. C'est aussi une responsabilité pour laquelle il est presque impossible de demander des comptes à qui que ce soit. Les deux affirmations sont vraies. Les aéroports sont rénovés, les centres de données sont mis en service. Ces choses se produisent parce que quelqu'un a un intérêt financier à les rendre possibles. L'hôpital rural qui dessert 12 000 personnes à perte ne génère pas les rendements qu'un fonds privé exige. Le système d'eau de la petite ville qui attend une subvention fédérale. Le pont qui dessert 2000 personnes au-dessus d'une rivière qui déborde une fois par décennie. Le marché de 68 000 milliards que BlackRock cherche à servir, c'est le marché rentable des 68 000 milliards. Les infrastructures non rentables restent à la charge des gouvernements qui, d'ici 2030, auront consommé toutes les recettes fédérales. Les deux écarts sont réels. Le capital privé en comble un. Personne n'est actuellement en position de combler l'autre. Le déficit de responsabilité n'est pas un fossé entre les bons acteurs et les mauvais. Les administrateurs de fonds de pension font leur travail. Les gestionnaires d'actifs font le leur. Les régulateurs agissent dans le cadre de leur mandat. Chacun agit de manière rationnelle selon les incitations auxquelles il fait face. Le fossé est structurel entre les institutions qui décident des infrastructures essentielles et les personnes dont la vie est façonnée par ces décisions. Lorsqu'un gouvernement possède un aéroport, il existe un mécanisme, aussi imparfait soit-il, par lequel le public peut influencer son fonctionnement. Lorsqu'un gestionnaire d'actifs privés possède un aéroport, il rend des comptes à ses investisseurs. Ces investisseurs sont des fonds de pension. Les fonds de pension sont responsables devant leurs administrateurs, les administrateurs devant leurs bénéficiaires. Les bénéficiaires sont les enseignants et les infirmières dont les économies sont dans le fond. Cette chaîne est réelle. Elle comporte aussi 6 étapes. Et à aucun moment dans cette chaîne, il n'existe de mécanisme permettant à une personne ordinaire utilisant l'aéroport de poser une question et d'obtenir une réponse. Dans sa lettre de 2025, Fink a écrit « Le capitalisme a fonctionné, mais pour trop peu de gens. Il a raison. » La révolution des ETF a démocratisé l'investissement. Les Américains ordinaires pouvaient posséder une part de l'ensemble du S et P500 pour 3 centimes par tranche de $100. C'est un véritable accomplissement. Mais la prochaine phase du capitalisme, celle que Larry Fink construit, va dans une direction différente. Les investissements privés dans les infrastructures ne sont pas disponibles sur des marchés publics transparents. Elles sont accessibles aux institutions. À un moment donné, des frais de 5% et un carried interest de 20% dans des véhicules nécessitant des millions comme investissement minimum et bloquant le capital pendant une décennie. La proposition d'ouvrir les 401K au marché privé élargirait l'accès vers le bas, mais selon les conditions fixées par les institutions qui contrôlent déjà les actifs, avec des frais que ces institutions perçoivent, dans des véhicules que ces institutions ont conçus.
Le fait que cela démocratise l'avantage ou simplement l'exposition aux frais sera déterminé par des règles rédigées lors de périodes de consultation auxquelles la plupart des Américains ordinaires ne participent jamais. Le capitalisme a fonctionné, mais seulement pour trop peu de personnes. Le nouveau jeu est une proposition pour étendre la portée du capitalisme. La question est, qui fixe les conditions de cette extension? Elle est toujours là. Sa fille a arrêté de traîner la valise. Elles attendent l'annonce de la porte d'embarquement. Autour d'elle, 46 millions de passagers traversent cet aéroport chaque année en passant par les terminaux. Une entreprise qui gère leur épargne retraite a contribué à financer ces terminaux sur des routes dont les redevances d'atterrissage participent au rendement. Ils en dépendront lorsqu'ils arrêteront de travailler. Elle ne le sait pas. Elle pense à son vol. Personne ne lui a demandé ce qu'elle pensait de cet arrangement. C'est le nouveau jeu.